vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Bienvenue dans Les Vraies Voix en direct de Lille, une situation résumée par Patrick Roger dans un texto qu'il vient de m'envoyer. Sud Radio ne perd pas le nord. Oui, bien évidemment, nous sommes à Lille, au garage, 34 boulevard Carnot. C'est en plein centre de Lille, à quelques mètres de la Grand Place, à quelques centaines de mètres de la gare. Et vous pouvez bien évidemment venir nous rencontrer. Au menu des Vraies Voix à 17h30. Gérald Darmanin évoque des dysfonctionnements après la mort d'Elias en janvier. Le garde des Sceaux entend réformer la justice des mineurs. Les deux agresseurs d'Elias ont pu sévir alors qu'ils étaient identifiés et avaient interdiction de se voir. Alors parlons vrai. Est-ce que le principal problème est la sanction ou plutôt l'absence de sanction au premier fait commis? Et à notre question du jour, faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On en débattra avec Violette Spilbou, députée EPR du Nord et qui est membre de la commission de l'éducation, ainsi qu'avec Jérôme Posa et Laurent Sebag, magistrats, président et vice-président d'Amour de la Justice, une association membre du G500 citoyens. À 18h40, le coup de projecteur. En 75, on disait en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des associations. Notre pays compte 1 300 000 associations actives selon les estimations, dont celle, bien évidemment, du G500 qui se trouve en ce moment même à Lille. Alors parlons vrai, est-ce qu'aujourd'hui les associations sont le principal lien social? Et à la question, les associations sont-elles plus importantes que les partis politiques et les syndicats? Vous dites oui à 53%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On en parlera avec Pierrick Courillot, président de Handicap, République et Société et élu local, et de Habiba Mejrichek, ancienne directrice de la communication de l'Union africaine et présidente de l'association iDialogos. Bienvenue dans Les Vraies Voix en direct de Lille. Les Vraies Voix Sud Radio. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque. Notre réalisateur Maxime a toujours la chanson qui va bien. Il va pouvoir nous mettre le petit quinquin aussi, peut-être, dans quelques temps, avec nos vraies voix du jour. Bonsoir Philippe Bilger. Il faut prendre le micro ici, il n'est pas devant vous comme en studio. Philippe, c'est un bonheur d'être à Lille, qui a été mon premier poste judiciaire il y a des lustres, madame la députée. D'ailleurs, vous pourrez témoigner, la justice lilloise ne s'en est jamais remis de votre passage. Il faut quand même le rappeler. Vous nous manquez, Philippe. Mais je suis ravi d'être là. Dans le micro. Bien le micro à côté de vous, sinon on vous entend pas. Vous voyez comme il me donne... mais non, parce que là, on vous entend pas. Souvent, vous l'aimez bien quand on m'entend. Avec nous, Violette Spilbou, députée EPR du Nord. C'est votre circonscription ici. Bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Ça vous a marqué l'époque où Philippe Bilger officiait au tribunal de Lille? Écoutez, on m'a beaucoup parlé de lui. En Oui, tout cas, je crois qu'il n'a pas perdu son humour. Et on va le voir aujourd'hui dans l'émission. Allez, avant de parler de notre premier débat, on va parler avec vous. Est-ce que c'est votre circonscription ici? Connaissiez-vous le G500? Le G500 citoyen, donc les associations, mais qui sont bien plus de 500 aujourd'hui, on en parlera dans la troisième heure, avant qu'ils viennent dans votre circonscription. Alors avant aujourd'hui, oui, je connaissais le G500 parce que j'ai la chance d'avoir été invitée à participer à un débat assez difficile au mois de novembre à Lille, organisé par le collectif Santé en danger. Oui. C'était à Grand-Seine, voilà, avec Arnaud Chiche qui était venu me voir. Alors pour la petite histoire, Arnaud Chiche, je l'ai connu d'abord par les réseaux sociaux. Oui. On s'est un petit peu disputé sur les réseaux sociaux. Il était assez agressif avec les députés, les parlementaires et leurs actions publiques. Et puis je me suis défendue sur les réseaux sociaux. Et puis on s'est échangé des messages en se disant on est du même coin. Il est de Mouveau, de ma circonscription. Parlons-nous. Et nous sommes parlé, nous nous sommes trouvés. C'est-à-dire que j'ai vu quelqu'un d'extrêmement engagé avec tout un collectif et très sympathique d'ailleurs, voilà, pour de bien santé, le connaître. Voilà, et très très engagé, très énergique, qui savait aussi finalement provoquer le débat. Et du coup, je suis venue participer à 2 heures sur les 6 heures de débat de cette soirée de novembre, dont je me souviens avec aussi beaucoup d'intérêt parce que c'était passionnant d'entendre les professionnels. Pour une députée, c'est très important le contact avec les associations dans sa circonscription? C'est tout le temps, c'est tous les jours. Quand on est député, on est invité à venir célébrer par exemple l'engagement d'un bénévole qui quitte l'association après des années et des années d'engagement désintéressé. Je pense aux associations de premiers secours, aux associations de prévention santé. On a par exemple des personnes qui sont retraitées, médecins, infirmiers, et qui continuent leurs actions dans les associations.
associations. Puis quand on est député, on soutient aussi les projets culturels des associations sportives, les projets éducatifs, d'égalité des chances. Voilà, c'est tous les jours et on est souvent surpris encore à quel point le bénévolat, même si on dit qu'il y en a moins, il est toujours très actif sur nos territoires, dans nos villes, et toujours essentiel parce que je crois que les villes ne fonctionneraient pas sans les associations et les bénévoles qui les composent. Dernière question avant de faire une courte pause. Vous êtes membre de la Commission de l'Éducation nationale. Le drame de Nogent, est-ce qu'il va avoir des conséquences, notamment avec de nouvelles lois ou de nouvelles mesures ? Bien sûr qu'il faut qu'il ait des conséquences, parce que même s'il y a eu des lois sur la sécurisation des établissements scolaires après l'attaque terroriste, notamment de Dominique Bernard, même s'il y a eu... Pas très loin d'ici d'ailleurs, Arras, c'est pas très loin. Pas très loin, même s'il y a eu un travail énorme d'accompagnement des professeurs, des enseignants qui sont confrontés à de plus en plus de violences verbales qui parfois dégénérent en violences physiques et en agressions. Il y en a eu une à Tourcoing, au collège Sévigné, au lycée Sévigné. Oui, il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas longtemps non plus, fin 2024. Même s'il y a eu toutes ces actions, eh bien de voir un tel drame, de voir une jeune surveillante, mère de famille, poignardée, ça remet en cause tout le bien fondé des actions qu'on a pu voter à l'Assemblée nationale en se disant c'est toujours pas suffisant. Donc je crois qu'à la fois gouvernement et députés, on se sent concernés. Ça sera peut-être pas que des lois, c'est peut-être aussi rendre plus efficace un certain nombre de politiques qui existent déjà aujourd'hui. Vous restez avec nous, Violette Spilbou. Dans quelques instants, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. 3 mots dans l'actu qui sont crash, taxes et dissolution. On va parler de ce drame dans le nord-ouest de l'Inde, un Boeing qui s'écrase peu après le décollage avec 242 passagers, notamment indiens, britanniques, portugais ainsi qu'un canadien. On va parler aussi de cette taxe Zuckman pour garantir une taxation minimale des plus riches. Elle a été adoptée par les députés, les sénateurs l'examinaient aujourd'hui, mais elle a de fortes chances d'être rejetée par le Sénat. Et puis de cette dissolution de la jeune garde à droite de l'échiquier politique, on s'en félicite, tandis qu'à gauche, on s'en indigne. On en parle dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Radio pour les vraies voix. Dans quelques instants, le réquisitoire du procureur. Nous avons évidemment Philippe Ligère. En forme, vous aimez le Nord ? Ah, j'adore le Nord. Violette Spilbou, qui adore le Nord, comme elle est Moi députée aussi, du j'adore Nord, le quand Nord. même. C'est pas étonnant. Et lui, il nous vient vraiment du Grand Sud, on le connaît bien. C'est Laurent Sebag, magistrat, vice-président d'Amour de la Justice. C'est ça. Alors, pas de choc thermique là en arrivant du sud de la France, 29 degrés à Lille. Aucun choc thermique. Je m'attendais à devoir être un peu rafraîchi là, mais pas du tout. Eh ben c'est parfait. Allez tout de suite le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire qui va intéresser notamment Laurent Sebag, vous qui êtes ancien avocat général. Oui. Pourquoi la magistrature réclame-t-elle sans être jamais satisfaite de ce qu'on propose pour elle ? Absolument, mais ça vient du fait que j'avais approuvé Gérald Darmanin au soir du 31 mai ou le lendemain, lorsqu'il avait estimé que les sanctions à Paris n'avaient pas été à la hauteur. Et la suite m'a plutôt refroidi. Nous avions la haute hiérarchie judiciaire qui a considéré que cette exigence était choquante et qu'en réalité, la magistrature avait parfaitement bien fait durant les quelques jours où les citoyens avaient été relativement étonnés, pour ne pas dire indignés, par la faiblesse des sanctions. On a le premier président de la Cour de cassation qui n'a rien trouvé de mieux que d'aller se faire interviewer à Mediapart. Le procureur général de la Cour de cassation a dénoncé le populisme et nous avons la procureure de Paris qui a considéré que les peines de prison n'étaient pas nécessaires. Et pour terminer, l'ancien Molins lui-même a été plus que réservé à l'égard de la révolution pénale proposée par Gérald Darmanin, que pour ma part, en tant qu'ancien magistrat, j'approuve totalement. Alors je veux dire par là que, bien sûr, la magistrature a le devoir de penser, a parfois même le devoir de protester, mais je trouve qu'elle s'enquisse dans un phénomène collectif qui consiste en permanence à réclamer des choses, parfois de manière un peu corporatiste, vindicative, mais qu'elle n'est jamais contente de ce qu'un garde des Sceaux valable, j'insiste là-dessus, fait pour la France et pour la cause judiciaire.
Comme on donne la parole aux magistrats, qu'est-ce que vous en pensez Ou les dames d'abord, peu importe. Oui, les dames d'abord, dans ces cas-là, Violette Spielbourg. Peut-être réagir à ce réquisitoire, mais... Dire d'abord que je ne crois pas que ce soit du populisme que d'oser dire que parfois les sanctions qui sont décidées par des magistrats ne semblent pas à la hauteur pour des victimes. Moi j'ai le souvenir de victimes d'accidents de la route, notamment ici de 3 jeunes policiers de l'école de police de Roubaix qui ont été sur le tués périphérique de mémoire. Il y a 2 ans, et effectivement j'ai rencontré les familles il y a peu de temps et il y a beaucoup d'incompréhension et ça arrive souvent. Donc de le dire et d'oser le dire même quand on est garde des Sceaux, moi ça ne me choque pas. Après moi j'ai bien écouté Gérald Darmanin sur cette révolution pénale qu'il veut mettre en œuvre, et il a bien dit qu'il fallait changer la loi. C'est-à-dire il a rappelé que les magistrats sont là pour appliquer la loi. Alors après, on peut avoir des discussions sur la façon dont les peines sont appliquées. Mais en tout cas, si on veut des sanctions plus fermes, si on veut des sanctions minimales, ce sera au Parlement, qui représente l'ensemble des voix des Français, de le décider pour que ce soit ensuite appliqué par les magistrats. Laurent Sebag, magistrat et vice-président d'Amour de la Justice. Écoutez, moi je suis toujours un peu heurté par les impressions collectives de nos représentants publics. Sur le regard qui est porté par notre ministre de la Justice sur ces décisions qui ont été rendues. Évidemment, on peut avoir un regard très général. Mais force est de constater qu'il y a quand même eu des peines d'emprisonnement ferme qui ont été prononcées. Ça veut donc bien dire que dans son pouvoir d'individualisation de la peine, les magistrats qui ont été saisis de ces dossiers-là ont su faire du cas par cas, tout simplement. Et c'est bien là le sens de leur mission, parce que on peut entendre l'inquiétude des victimes, on peut entendre l'inquiétude de l'opinion publique sur ce qu'on qualifie, à mon avis, de manière erronée, de laxisme. En réalité, la mission de la justice, elle est bien plus complexe que celle qui est présentée par nos décideurs publics. La mission de la justice, c'est d'adapter la peine, non seulement à la gravité des faits qui sont commis, mais également à la personnalité de ceux qui les commettent. Et de la même manière, il me paraît assez évident qu'on ne peut pas juger pour les mêmes faits exactement des personnes différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des vies différentes, et qui, évidemment, ne se positionnent pas de la même manière lorsqu'elles commettent un acte pénalement répréhensible. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont crash, taxe et dissolution. Un Boeing s'écrase avec 242 passagers à bord juste après son décollage dans le nord-ouest de l'Inde. Il devait relier Londres avec à son bord des passagers indiens, britanniques, portugais ainsi qu'un Canadien. Au moins 2% de taxes sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Les sénateurs planchent sur la taxe Zuckman, déjà adoptée par les députés, mais elle risque fort d'être rejetée par la Chambre haute. Et puis la jeune garde antifasciste dissoute en Conseil des ministres, décision annoncée par Bruno Retailleau. La droite s'en félicite, la gauche s'en indigne. Les vraies voix Sud Radio. Un Boeing 787 vole bas, très bas, trop bas, peu après le décollage sur une zone résidentielle du nord-ouest de l'Inde. Puis il s'écrase avec 242 personnes à son bord, crash sur un bâtiment où déjeunaient notamment des étudiants en médecine. Aucun survivant, indique la police indienne. Le vol devait relier Ahmedabad et Londres. Dans l'appareil se trouvaient 169 passagers indiens, 53 britanniques, 7 portugais ainsi qu'un Canadien, mais aussi 12 membres d'équipage. Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a évoqué la situation tout à l'heure devant le Parlement britannique. My thoughts, and I'm sure those of the entire House. Mes pensées, et je suis sûr que celles de toute la Chambre, accompagnent ceux qui ont été touchés par le tragique crash d'avion en Inde ce matin. Nous savons que des ressortissants britanniques étaient à bord et je peux confirmer que le ministère britannique des Affaires étrangères travaille en urgence avec les autorités locales pour soutenir les ressortissants britanniques et leurs familles. Nous avons mis en place une cellule de crise à la fois à Delhi et à Londres. De son côté, l'entreprise Boeing s'est dit prête à aider la compagnie Air India. Elle a adressé ses pensées à toutes les victimes de ce crash. L'avionneur américain Boeing qui a perdu 5% à Wall Street après cette catastrophe aérienne. Des images terrifiantes, je ne sais pas si vous les avez vues. Non. Vous ne l'avez pas vu, c'est l'avion qui décolle et on voit qu'il n'y a plus de poussée, il tombe, c'est terrifiant, il est tombé sur un immeuble
au bout des pistes, c'est absolument terrifiant. Deuxième mot, taxe. Les sénateurs planchaient aujourd'hui sur la taxe Zuckman, déjà adoptée par les députés. Oui, sauf que cette taxe, elle a toutes les chances d'être rejetée en revanche au Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, car beaucoup de sénateurs de la droite et du centre ne sont pas favorables à cette taxe d'au moins 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros, une taxe censée s'assurer que les ultra-riches ne payent pas moins que les autres, autrement dit rétablir la progressivité de l'impôt, en taxant aussi les revenus du patrimoine. Des manifestants se sont rassemblés devant la Chambre haute pour inciter les sénateurs à l'adopter. Ils ont été rejoints tout à l'heure par Pascal Savoldelli, sénateur PCF du Val-de-Marne. 500 premières fortunes françaises, 500 d'entre nous détiennent 1228 milliards d'euros d'actifs nets. Non mais vous voyez les chiffres. C'est-à-dire qu'à un moment où on a 60 milliards d'intérêts pour la dette, au moment où on nous dit qu'il faut trouver 40 milliards dans le budget 2026, vous avez 500 foyers qui détiennent 1228 milliards d'euros. Ça vaut le coup de jouer la carte de l'effort partagé. Le sénateur communiste du Val-de-Marne, Pascal Savoldelli, au micro de l'AFP. Dans l'info en plus de 18h15, dans les vraies voix sur Sud Radio, nous serons avec le chef du pôle justice fiscale et inégalité de l'ONG Oxfam France, qui est à l'initiative de cette mobilisation de tout à l'heure devant le Sénat. Philippe Bilger, une nouvelle taxe pour les très riches, mais oui, qui va taxer les stocks et non pas les flux. Je ne suis pas un spécialiste de ces problèmes, mais a priori, j'avais tendance à considérer qu'il n'y avait rien de choquant dans cette taxe, mais j'ai entendu des contradictions classiques du genre « si on la met en œuvre, beaucoup de milliardaires partiront ou feront autre chose ». Alors je ne sais pas, Madame la députée, mon cher collègue, ce que vous en pensez. Violette Spilbou. Sur le constat, avec le sénateur qui vient de s'exprimer, on peut être d'accord sur le fait que des ultra-riches qui échapperaient à l'impôt en France, ça, c'est absolument pas normal et c'est choquant pour tous les Français. Après, effectivement, cette taxe telle qu'elle est conçue, telle qu'elle a été votée à l'Assemblée parce qu'il y a eu une majorité à ce moment-là, elle est assez systématique à partir d'un certain patrimoine. Elle ne prend pas en compte les flux et elle ne semble pas résoudre ce problème de ceux qui échappent à l'impôt, et c'est-à-dire la séparation entre ceux qui organisent leur échappée fiscale par rapport à ceux qui disposent d'un patrimoine. Donc, moi, je crois que les travaux qui sont lancés par la ministre Amélie de Montchalin en ce sens et qui doivent être présentés au budget, au vote du PLF 2026, doivent répondre à cette question-là. Mais je ne crois pas que ce soit la taxe Zuckman qui y réponde aujourd'hui. Laurent Sevag, pas Laurent Sevag. Je vais commenter la mesure Zuckman, mais pas la proposer. Encore que on pourrait discuter du fait que je la propose, parce que sur le principe, ça me choque pas non plus qu'à un moment donné où les dépenses publiques sont importantes et où on a besoin de continuer à financer nos services publics, qu'une partie de la population soit sollicitée pour mettre la main au portefeuille, ça n'a rien de choquant sur le principe. D'autres parties de la population l'est également sollicitée à titre exceptionnel à travers des impôts ou des dégrèvements d'impôts qui sont limités. Après, évidemment, on se pose cette question-là aujourd'hui de manière exceptionnelle. On se la poserait sans doute pas si on n'était pas dans un pays avec une telle évasion fiscale devant laquelle il y a une relative impunité. Et aussi un très gros taux de prélèvement obligatoire, faut le rappeler. Bien aussi. sûr, mais les prélèvements obligatoires, c'est beaucoup plus général que l'impôt. Là, même l'optimisation fiscale, bien sûr, n'est pas la fraude. Oui. Bien sûr, bien sûr. Troisième mot, dissolution. 2 organisations ont été dissoutes ce matin en Conseil des ministres, Félix. Oui, le Conseil des ministres a dissous Lyon Populaire, un groupe d'ultra-droite accusé de faire à l'apologie de la collaboration avec le nazisme et de provoquer à la haine, à la violence ainsi qu'à la discrimination envers les étrangers. Mais une autre dissolution fait beaucoup réagir, celle de la Jeune Garde. Oui, la Jeune Garde, mouvement antifasciste fondé il y a 7 ans par un militant devenu depuis député, de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Le gouvernement l'accuse, cette Jeune Garde, de provoquer à des agissements violents contre les personnes. Provocation, je cite, bien souvent suivie d'effets. Beaucoup au RN se félicitent de cette dissolution qu'ils réclamaient de longue date. En face, la France Insoumise s'indigne. Par exemple, Manon Aubry accuse le ministre de l'Intérieur de mettre sur le même plan, je la cite, les fascistes et les antifascistes.
Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, après la mort d'Elias, Gérald Darmanin dénonce des dysfonctionnements. La justice des mineurs sera bientôt réformée. Alors parlons vrai. Est-ce que le principal problème est la sanction ou plutôt l'absence de sanction au premier fait commis? Et à la question, faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On va en débattre bien évidemment avec Philippe Bilger, avec Violette Spilbou, députée EPR du Nord et membre de la commission de l'éducation, et Laurent Sebag, vice-président d'Amour de la justice et magistrat. Restez bien avec nous dans les vraies voix de Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Tout ça ne vaut pas un clair de lune à Maubeuge. Ah, c'est beau, Ah, vous reconnaissez Bourville? Ah oui. L'inoubliable Bourville. Maubeuge, c'est pas très loin d'ici. C'est pas très loin d'ici, 1 heure en voiture, et la Vénois, c'est magnifique. Le Val de Sambre, tout ça, je vous conseille de venir visiter par un temps pareil. Il y a plein de belles choses et les gens sont extrêmement chaleureux. Et il y a une spécialité culinaire comme flamiche les bêtises au maroilles. La flamiche au La maroilles. flamiche au maroilles. Parce qu'on connaît les bêtises de Cambrai qui se laissent manger, n'est-ce pas, Philippe Bilger? Et puis à Lille, il y a les fameuses Merthes chez Merthes. En fait, il y a les gaufres dans beaucoup de pâtisseries lilloises. Il y a bien sûr Merthes qui est très connu, mais oui. Des délicieuses gaufres à la vanille. Allez, tout de suite notre grand débat. Gérald Darmanin évoque des dysfonctionnements après la mort d'Elias en janvier. Le garde des Sceaux entend réformer la justice des mineurs. Les 2 agresseurs d'Elias avaient pu sévir alors qu'ils étaient identifiés, avaient interdiction de se voir. Alors parlons vrai, est-ce qu'il faut aussi mettre plus les parents devant leurs responsabilités? Et à la question du jour, faut-il réformer dans un sens plus restrictif la justice des mineurs? Vous dites oui à 95%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 avec nous toujours Philippe Bilger, Violette Spilbou, députée EPR du Nord, et Laurent Sebag, magistrat et vice-président de l'association du G500 Amour de la justice. Philippe Bilger. Je voudrais rapidement réfléchir à 3 niveaux sur la justice des mineurs. D'abord, elle connaît des dysfonctionnements parce que les principaux intéressés parfois ne respectent pas les injonctions qui leur sont faites. Deuxième élément, et je l'ai observé moi-même en tant qu'avocat général il y a longtemps, c'est le fait qu'il y a au sein de l'univers judiciaire parfois une absence de cohérence, de coordination, presque de conscience professionnelle qui font qu'en réalité la justice des mineurs apparaît défaillante. Et dernier élément, et ça je l'ai vraiment connu et j'en ai souffert, j'ai l'impression, mon cher collègue, que cette justice des mineurs, avant qu'on se penche véritablement sur elle à la suite de tragédies récentes, était plutôt une justice de l'amour. Et qu'au fond, il y avait des juges des enfants qui, par exemple, à la cour d'assises des mineurs, étaient naturellement contre l'avocat général. Donc, j'arrête là. Je crois qu'il est fondamental, en effet, de remettre en chantier cette loi catastrophique de 2021, qu'il faut en réalité... sur le plan de l'excuse de minorité, il faudrait faire plus qu'y réfléchir. Et il me semble peut-être, et là au risque de choquer, on ne peut plus considérer l'enfance d'aujourd'hui comme celle qui avait justifié l'ordonnance de 1945. La députée, tiens, Violette Spilbou. Mais peut-être réagir avec des avancées qui ont eu lieu dans un vote il y a 2 mois à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi de Gabriel Attal qui a été largement débattue sur la délinquance des mineurs. On a effectivement réformé l'excuse de minorité, c'est-à-dire que maintenant, quand on a plus de 16 ans, eh bien, il n'y a plus d'excuse de minorité, sauf décision du juge dans des cas particuliers d'environnement familial. On a mis en place avec cette loi la comparution immédiate des mineurs pour que lorsqu'il y a un délit, eh bien, il y ait tout de suite une confrontation, une convocation devant le juge et qu'on n'attende pas 2 ou 3 mois comme c'était le cas. C'est un contre-pied total de la loi de 2019 avec la césure pénale de Nicole Belloubet. Oui, c'est sûr. Et puis, il y a aussi le sujet de la responsabilisation des parents défaillants. Je ne parle pas, bien sûr, des familles monoparentales qui sont en grande difficulté avec leur enfant, mais un parent qui ne se rendrait pas
pas aux convocations du juge avec son enfant pourrait encourir une amende. Donc cette proposition de loi, elle a été largement débattue. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'à 16 ans, un mineur de 16 ans, récidiviste par exemple, qui aura la comparution immédiate, est un enfant ou est quelqu'un qui doit être plus responsable de ses actes? Comme vous le disiez, je crois que il y a 45 ans, dans les premières lois, on ne peut pas dire qu'on avait les mêmes mineurs qu'aujourd'hui, et qu'il y a une grande attente des Français, qu'il y ait une fermeté sur les sanctions, mais aussi qu'on ait un travail en amont sur la parentalité, les réseaux sociaux, tout ce qui provoque cette violence et ces jeunes qui sont parfois sans cadre. Laurent Sebag. Oui, je vais rebondir sur les propos de la députée Spielbout pour dire que on n'a pas les mêmes mineurs qu'avant, et on n'a pas les mêmes juges des enfants qu'avant non plus. J'entends la critique de Philippe Bilger il y a un instant qui dit ces juges des enfants qui vivaient dans un peu le symbole de l'enfant roi auquel il faut rien dire et qu'il faut jamais sanctionner. Le principe Dolto. Oui, c'est ça. Ça a pu exister, hein, on va pas se mentir, ça a pu exister cette culture-là. Pas que dans la justice d'ailleurs. Hein. Dolto a été considéré comme un phare de la pensée. C'est pour ça que la justice, c'est pour ça que la justice n'étant pas un système déconnecté du reste du monde politique, à partir du moment où on a vécu les années 70 de l'enfant roi, on a pu connaître une justice qui considère également que l'enfant est roi. C'était sa façon à elle d'aller au bout de cette pensée politique. Les choses ont changé aujourd'hui. Et j'en parle d'autant mieux que je suis conseiller dans une cour d'appel où je juge au quotidien les décisions du juge des enfants, parce que je suis conseiller à la chambre spéciale des mineurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence. On a aujourd'hui des décisions qui sont incroyables de diversité. C'est-à-dire qu'elles utilisent tout le spectre des réponses, aussi bien d'un point de vue pénal que d'un point de vue civil. Et donc, c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas perdre de vue quand même que ce mineur, c'est pas un justiciable comme un autre, jusqu'à preuve du contraire, c'est un sujet en devenir. Donc le juger de la même manière qu'un adulte, ça me paraît être un choix de société qui est critiquable. Et je pense qu'il faut continuer à faire confiance à ces nouveaux juges qui ont une façon aujourd'hui d'apprécier avec plus de diversité, de mesure et de nuances les réponses à apporter, sans les déposséder de leur pouvoir d'individualisation des choses. Tout ce système que vous évoquez, cette proposition de loi peut avoir des aspects intéressants sur la responsabilisation parentale. Pour ma part, j'y crois assez. En revanche, sur l'inversion de paradigme qui consiste à rapprocher ce mineur de la justice des majeurs, en revenant sur l'excuse de minorité comme si le mineur était injusticiable comme un autre, me paraît être compliqué. Et en tout cas pas conforme d'abord aux principes et à la société qu'on a choisi, aux conventions internationales qu'on a choisi de signer et de continuer à appliquer, telles que la Convention internationale des droits de l'enfant. On arrive dans un système où on dépossède le juge de ce pouvoir et de ce devoir d'individualisation, et je pense que c'est à ça qu'il faut faire très attention. Surtout à un moment, je tiens à le rappeler, où on a un discrédit qui est jeté sur les décisions de justice par des adultes, qu'ils soient trafiquants de stupéfiants, qu'ils soient personnages politiques condamnés, pour certains qui ont un devoir d'exemplarité. Et je trouve assez paradoxal qu'au moment où les adultes ne soient pas en mesure d'écouter la réponse sévère de la justice quand elle l'est, ce soit les enfants qu'on responsabilise davantage. Je trouve que là, il y a un schisme dans notre façon de penser, d'organiser les choses qui, moi, m'interpelle un peu. Philippe, j'ai scrupule, monsieur le conseiller, tout de même, bien sûr, à vous contredire alors que vous êtes sur le terrain, alors que je n'y suis plus depuis très longtemps. Je continue à penser tout de même qu'il est un petit peu dangereux de continuer à cultiver une sorte de mythologie de l'enfance, notamment sur le plan pénal, alors que celle-ci, pour 1000 raisons, n'a plus rien à voir, si jamais il a existé, avec le vert paradis. Donc ça veut dire, gardons des choses qui nous maintiennent un petit peu dans une législation particulière, mais peut-être faut-il réellement l'adapter à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Violette Spielbout. Je crois que cette adaptation, effectivement, elle est en cours, et je rebondis sur ce que vous dites sur les juges des enfants. Effectivement, on a des juges des enfants aujourd'hui qui ont d'abord un métier extrêmement difficile et qui essayent aussi de faire de la pédagogie avec les élus que nous sommes. Nous, on a été parlementaires, tous les parlementaires de tous bords, invités au tribunal de Lille à une séance spéciale
spécial sur la justice des mineurs et où notamment, même si on le sait, on a eu beaucoup plus d'exemples concrets, on a vu à quel point malheureusement beaucoup de mineurs délinquants et violents sont des mineurs qui viennent de l'enfance protégée, de violences intrafamiliales, des mineurs qui ont vécu soit un abandon de la responsabilité parentale, soit même des violences. Et il y a un lien extrêmement fort. Donc, quand on parle de justice des mineurs, et je crois que Gérald Darmanin, sur ce sujet-là, est bien conscient et travaille aussi sur l'autre volet, il y a le sujet du scandale de la protection de l'enfance aujourd'hui en France, qui fait qu'on a des décisions de justice, en particulier dans le Nord, où on a de nombreux enfants qui devraient être placés dans des familles avec un suivi particulier, et pour lesquels il n'y a pas suffisamment de moyens. Ça veut dire qu'on les laisse dans ce climat de violence, et forcément, ils continuent d'être délinquants. Donc je crois qu'il faut vraiment la fermeté, mais il faut aussi se dire que l'État a une forte responsabilité sur la protection de l'enfant. C'est vraiment les deux volets. Nous sommes parfaitement d'accord là-dessus. Je ne dis pas que c'est systématique, mais un mineur délinquant, c'est assez souvent un enfant qui devait être protégé et qui n'a pas bénéficié des moyens matériels de sa protection dans le cadre des procédures civiles. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que ça dysfonctionne, il n'y a pas d'argent, pour quelle raison ? C'est quand même important de le savoir. Bien sûr, il y a autant de causes qu'il peut y avoir de situations. Il y a des lieux où on peut ne pas financer ces questions-là, parce qu'on appelle la responsabilité de l'État, là, c'est d'abord aussi, en partie, la responsabilité des conseils départementaux. On a des conseils départementaux en France qui font le choix de financer plus ou moins bien l'aide sociale à l'enfance. Donc évidemment, quand c'est la dernière dépense budgétaire d'un conseil départemental, qui est d'abord le premier acteur de la protection de l'enfance, évidemment, ça veut dire des décisions judiciaires qui ne sont pas exécutées, ça veut dire des moyens contractuels de protection des enfants à définir avec les familles qui ne sont pas disponibles, et évidemment un enfant qu'on ne protège pas, un mineur qu'on ne protège pas, et évidemment un mineur délinquant en puissance. Voilà. Et puis il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a rendu ses conclusions il y a 2 mois sur la protection de l'enfance avec de nombreuses propositions, et le sujet des départements est très complexe parce que les départements sont les collectivités qui ont des grandes difficultés financières pour certaines, c'est le cas du Nord aujourd'hui, et qui même s'ils mettent la priorité là-dessus ne trouvent pas non plus suffisamment de familles d'accueil. Il y a le problème des recrutements et des rémunérations de familles d'accueil. Voilà, il y a bien beaucoup de problématiques, mais en tout cas c'est en train de revenir au centre du problème de la délinquance des mineurs, parce que les deux sont liés et il ne faut pas l'ignorer aujourd'hui. Et effectivement, on voit à quel point... Qui perd la bonnette de son micro. Je perds le matériel. C'est pas grave, ça s'appelle une bonnette. On voit à quel point finalement, quand on ne traite pas un sujet en amont, les difficultés arrivent en aval. Ça a été, je ferai le parallèle assez rapide, on s'est, il y a quelques années, préoccupé de l'importance de l'augmentation des violences intrafamiliales. Et c'était évidemment corrélé avec les difficultés de la justice, notamment à audiencer rapidement des situations de divorce. Évidemment, quand on doit divorcer et qu'on n'obtient pas un divorce rapidement, ça devient de plus en plus conflictuel à la maison, et donc évidemment ce qui était une mésentente qui pouvait se régler dans le cas du divorce devient un acte de violence. En réalité, pour les mineurs, c'est pareil. Ce qui n'est pas de la protection de l'enfance assurée avec efficacité devient potentiellement, évidemment, plus simplement de la délinquance des mineurs par la suite. C'est pas une fatalité, mais c'est un fait. Là, encore une fois, à l'esprit au doigt mouillé, j'ai l'impression que la crise, la société d'aujourd'hui crée peut-être une infime minorité de mineurs qui relèvent de bien plus que de troubles mentaux, qui ont complètement perdu le sens d'autrui. On prend celui qui tue à la machette Elias en lui mettant un coup dans le thorax. On n'y croit pas, quoi. C'est dingue. Pour l'essentiel, la majorité de ceux-ci, je pense que les grilles classiques d'humanisme vigoureux doivent s'appliquer, mais j'ai peur que quelques-uns, à cause de la société ou peut-être de carences éducatives, ou peut-être d'eux-mêmes, je suis persuadé qu'il y a des défaillances que l'éducation ne peut pas corriger. Mais il y a actuellement, avec le meurtre de cette jeune surveillante, effectivement, Mélanie. Il y a Mélanie, il y a des gros travaux qui étaient déjà en cours et qui vont être accélérés. Le sujet de la médecine scolaire et du manque de médecins scolaires, c'est-à-dire les postes sont ouverts, mais il y a 40% de postes qui ne sont pas pourvus parce qu'il y a le problème de la médecine, le budget pour les infirmières scolaires et les psychologues scolaires. Donc et puis, la
santé mentale des jeunes. De médecins. Voilà, donc il y a le sujet de la santé mentale des jeunes qui est priorisé. Il y a le sujet aussi des premiers signes de violence chez les élèves avec des conseils de discipline aujourd'hui pour lesquels souvent les chefs d'établissement, les enseignants se sentent seuls dans des décisions à devoir porter devant des parents qui parfois sont résistants. Et donc là, il y a aussi une proposition sur laquelle on est en train de travailler. C'est un barème national des sanctions et une exclusion dès le premier fait de violence, parce que quand on a plusieurs conseils de discipline et qu'après on passe quand même à l'acte, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose dans le chemin de l'utilité de la sanction. Donc y compris dans les écoles, je crois que là, plus que jamais, il y a besoin que les enseignants, les chefs d'établissement soient soutenus par l'administration et par l'État, parce qu'on est dans un moment extrêmement difficile dans les établissements scolaires. Laurent Sevag. Absolument, et comme tous les problèmes complexes de société, c'est jamais à un acteur tout seul de le résoudre. C'est pas un problème de la justice en soi, c'est un problème de concertation des regards avant le passage à l'acte qui pose question. Donc ça manque cruellement à tous les niveaux, et évidemment il faut prévoir quelque chose qui soit un regard collectif sur cette situation, qui implique la politique des familles, qui implique la politique de l'éducation nationale, qui implique la politique judiciaire, qui implique les conseils départementaux aussi. C'est-à-dire que c'est pas seulement une action de l'État qui est attendue, c'est une action de l'ensemble des acteurs publics sur cette question. Comme je suis à Lille, je vais être bienveillant. Vous avez totalement raison. Magnifique. Vous voulez réagir? Peut-être aussi ça rend bienveillant d'être à Lille. Ça rend bienveillant d'être à Lille, je vous l'assure. Venez à Lille, c'est une belle ville. On a plein d'actions solidaires. On est dans un sommet citoyen. On est un week-end où il y a Solidart, le secours populaire qui organise des grandes ventes d'œuvres d'art au profit des plus démunis. Donc on est dans une ville accueillante et solidaire. Pour revenir au débat qui nous anime, derrière tout ce sujet de la violence des mineurs, il y a aussi le sujet des réseaux sociaux. On pourrait refaire un débat sur ce sujet. L'interdiction est aujourd'hui proposée par le président de la République. Elle peut se débattre, on peut être pour ou contre. Mais en tout cas, je crois que personne ne nie que l'enfermement dans les réseaux sociaux, la violence à laquelle sont exposés nos enfants dès le plus jeune âge, y compris avant même le collège, à l'école primaire, la pornographie violente, les jeux vidéo avec des armes, favorisent effectivement cette violence verbale qui est complètement banalisée. Et pas que verbale maintenant. C'est un sujet aussi sur lequel il y a des travaux parlementaires en cours, il faut que le gouvernement agisse et il y aura des décisions à prendre. Je crois que parents que nous sommes, pour l'avenir de nos enfants, de la société, on ne peut pas laisser nos enfants exposés à autant de violences si jeunes. Je partage tout à fait l'opinion et je vais même plus loin. Je dirais que le mot interdiction ne peut pas être le seul mot qui est prononcé. C'est-à-dire que si on veut résoudre un problème, on ne peut pas passer son temps à interdire des actions, des pensées, des idéologies. Face à ce qu'on interdit, il faut à un moment donné proposer des alternatives. Évidemment, à partir du moment où on ferme les réseaux sociaux pour les mineurs, où on les réglemente, ce qui va être très difficile et on aura l'occasion d'en parler dans le cadre de ce sommet citoyen, notamment demain après-midi sur notre table ronde justice, réguler ou interdire les réseaux sociaux, ça suppose proposer autre chose à cette jeunesse qui est en perdition ou qui est en difficulté. Donc ça veut dire qu'il faut réinvestir les politiques publiques de la culture, du sport, du loisir, leur proposer des choses saines qui les amènent à sortir de ce téléphone et de leurs ordinateurs. Moi, je vais inviter notre magistrat à nous rejoindre à Lille. On a plein de beaux projets et plus il y a de dialogue entre justice et éducation, plus ça sera bénéfique pour nos jeunes. Et je viendrai avec quelque chose, un plat local, le pot de Jevelèche. J'ai dégusté ça ce midi avec notre ami Arthur, notre réalisateur, et je dois dire que c'est excellent. Vous ne pouvez pas quitter, vous, un problème de pures idées sans nous plonger dans la bouffe. Merci à vous. Tout de suite, on se retrouve pour le clou de l'émission, le qui c'est qui l'a dit, le quiz de l'actu. Restez bien avec nous, on les vraies voix. Sud Radio, votre attention.